Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour la deuxième biennale d'architecture et de paysage à Versailles du Conseil régional d'Île-de-France. Nous remercions le Conseil régional d'Île-de-France de nous avoir invités et l'école d'architecture de Versailles et d'architecture et de paysage de Versailles de bien vouloir nous accueillir dans ces locaux. Donc, la biennale d'architecture et de paysage de Versailles du Conseil régional d'Île-de-France est une manifestation auquel nous avons eu l'honneur de participer en 2018. C'est une manifestation qui est centrée sur les questions de développement durable et sur la ville et la terre. Donc nous-mêmes, nous avons décidé de faire des conférences sur ce thème-là, mais au préalable, je voudrais juste vous rappeler pourquoi on intervient. Et on intervient ici parce que j'organise depuis 2013 le prix français des femmes architectes. Donc ce prix est sponsorisé par divers partenaires, dont BNP Paribas Real Estate, les Ciments Calcia, la Cogedim, la Ville de Paris, la région Île-de-France. Ça se passe au pavillon de l'Arsenal et nous avons aussi Unibail Rodemco. Donc ce sont tous des partenaires fidèles qui s'intéressent aux questions d'égalité et de parité dans l'architecture. Au niveau des médias, nous avons Théma Architecte qui relaie l'information, nous avons Bâti Actu et nous avons le Conseil national de l'Ordre des architectes qui s'intéresse aussi à ces questions et qui s'implique en participant notamment au jury et en communiquant au sujet des diverses manifestations et du prix notamment que nous avons lancé. Donc moi je suis Catherine Guyot, architecte urbaniste, secrétaire générale de l'ARVA et présidente de Women in Architecture France. Donc pourquoi nous faisons un prix sur les femmes architectes? Eh bien d'abord, regardons le contexte international. Le contexte international met en évidence que les femmes sont très peu valorisées et mises en scène dans le cadre du prix, notamment le Pritzker. Le Pritzker qui existe depuis 1979, qui est doté d'une prime de 100 000 euros. Jusqu'en 2019, il a été attribué qu'à 4 femmes. Vous voyez donc que c'est massivement les hommes qui reçoivent ce prix et non les femmes. Donc parmi les femmes qui l'ont eu, Zaha Hadid, Kazuyo Sijeba et Carmen Pignum. Et nous avons les 2 femmes architectes de Grafton Architects, qui sont 2 Irlandaises, qui sont à moitié en Irlande, en France, en Angleterre, qui sont Yvonne Farrell et Sheila McMara, qui ont eu le prix également en 2020. Et en 2021, Corico, une équipe française mixte, a reçu le prix. Il s'agit donc de l'Hackathon Vassal. Donc bravo à eux, mais malgré tout, ça reste une très faible minorité de femmes qui reçoivent ce prix. Nous avons aussi le prix en France qui s'appelle l'Équerre d'argent, qui est un prix remis par le journal du Moniteur. Donc ce prix est également largement et massivement attribué à des hommes. Donc 13% de femmes seulement ont reçu ce prix. Donc la plupart du temps, ce sont des femmes il y a eu 5 femmes en tout et pour tout qui l'ont eu, dont certaines en couple homme-femme et un couple de 2 femmes qui ont d'ailleurs fait la réhabilitation d'un bâtiment de Calice, qui est la Cité de la Danse à Pantin, et 3 autres femmes à la tête d'équipe. Donc c'est très peu, 13% de femmes pour 33% de femmes dans la profession inscrites à l'ordre et 61% dans les écoles d'architecture, rappelons-le. En 2020, le Pritzker est donné à Yvonne Farrell et Sheila McMara, mais également, elles ont eu un prix pour l'Équerre d'argent. Donc ça ramène à 15%, mais on est encore largement en deçà des proportions. Donc l'Équerre d'argent en 2021, toujours attribué à un homme. Un petit coup de cœur pour la Bourse du Commerce réhabilitée avec Tadao Ando et une équipe qui a revisité le projet, qui est Nimet et Marca, architecte de l'agence de Pierre-Antoine Gattier. Bon, un très beau projet quand même que vous avez certainement toutes visité. Donc en France, qu'est-ce qu'on a? Le Grand Prix de l'architecture, un prix massivement accordé aux hommes. Donc en général, hommes, blancs et plus de 60. Donc mesdames, si vous n'êtes pas un homme, si vous n'avez pas plus de 60, et si vous n'êtes pas blanche, alors là, ne rêvez pas, ce n'est pas pour vous. C'est donc un prix qui a été accordé globalement, à peu près à hauteur de 2,8% pour les femmes, donc le reste pour les hommes. On pensait que Madame Bachelot ferait un petit effort, pensez-vous, elle l'a encore donné à un vieux monsieur, Henri Siriani, qui est un excellent architecte, là n'est pas la question, mais disons que sa carrière est plutôt derrière lui que devant. Donc c'est un prix pour les vieux architectes hommes,
Et c'est une confrérie d'hommes qui se retrouvent régulièrement et qui s'auto-congratulent. Bonne chance à vous, mesdames, pour essayer de l'obtenir. Bon, j'arrête d'être vilaine. Hein. Je ne le ferai plus, c'est promis. Je serai sage maintenant. Donc, les grands prix, on a vu. Alors là, je vais en arrière ou d'aller en avant. Les grands prix, c'est les prix de l'architecture, massivement au niveau national et international remis aux hommes. Maintenant, que se fait-il dans la profession? Donc le ministère, dans sa grande générosité, a créé l'Observatoire de l'économie de l'architecture. Très belle chose. Sauf que la plupart des travaux ont été confiés à un cabinet anglais qui nous a servi des banalités dont je ne relèverai pas les énormes choses qu'ils ont dites, pas plus que ce que nous avait dit l'Ordre dans son excellent travail qui s'appelle Archiscopie. Donc, bon, ils ont répété, mais avec d'autres mots, traduits de l'anglais mal, et puis ils ont été payés par le gouvernement français. Donc, l'Observatoire de l'économie a fait quelque chose de bien, cependant. Ils ont essayé d'étudier la situation des revenus des femmes, et là, on s'aperçoit que, quand même, comme je vous disais, il y a 59% d'étudiantes et 41% d'étudiants, donc une profession qui se féminise. Et quant aux revenus des femmes, eh bien, pour les jeunes étudiants, c'est 13%, les jeunes HMO qui sortent, les femmes gagnent 13% de moins. Et après, c'est autour de 25% de moins en étant salariés. Alors là, en tant que libéral, eh bien, écoutez, il y a un progrès, puisque autrefois, les hommes avaient 59% de plus que les femmes, et maintenant, c'est passé à 53%. Donc, vous voyez une progression que encourage l'Ordre, mais les femmes ne gagnent même pas la moitié de ce que gagnent les hommes. Alors après, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi elles gagnent moins? Ce n'est pas parce qu'elles sont payées moins à l'heure, c'est peut-être parce qu'on leur confie des petits projets, parce qu'elles n'ont pas des gros chantiers, parce qu'elles ont le problème du care, c'est-à-dire de s'occuper de sa famille, des parents, des personnes âgées, des enfants, et cette problématique que n'ont pas les hommes, puisque jamais on a posé la question à Nouvelle comment ils faisaient pour s'occuper de ses enfants et avoir sa vie professionnelle. Donc effectivement, la question de la rémunération est un peu une question insidieuse, parce qu'en fait, les lois sont en faveur de l'égalité femmes-hommes. Vous êtes bien d'accord? Cependant, dans la réalité, on constate que les femmes gagnent moins. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur des temps partiels, parce qu'elles ont des chantiers qui sont moins importants, parce qu'on leur fait moins confiance qu'à des hommes, et donc elles se retrouvent dans des situations moins confortables. Voilà, donc, et c'est aussi à l'issue d'une enquête internationale que nous avons menée dans le cadre du programme Yes We Plan qu'on est arrivé à ces conclusions. Et en France, nous avons des lois qui sont bonnes pour la parité. Donc vous voyez, la parité maintenant d'accord, mais le ministère de la Culture, avec notre chère Roselyne Bachelot, qui a fait un effort colossal pour la parité, a réussi dans le cadre des AJAP à accorder sur les 28 équipes sélectionnées, à ne sélectionner que 2 équipes de femmes. Bravo Roselyne. Heureusement, elle s'en va. On verra si la prochaine sera meilleure. Donc, ça n'a pas l'air, hein, c'est pas toujours problématique. Heureusement, nous avons une nouvelle femme première ministre et nous espérons qu'elle va elle-même faire des choses pour la parité. Donc, la question des jeunes. Hein, il y a beaucoup de jeunes femmes dans les écoles d'architecture. On a vu 61%. Là-dessus, ils trouvent 2 équipes de femmes sur 28 équipes. Ils sélectionnent 2 équipes de femmes sur les 28 sélectionnées. Donc ça veut dire que les femmes, elles ont du mal à s'installer. Elles font des très beaux projets lors des concours, lors de leur jury. D'ailleurs, à l'Ordre, au Conseil régional de l'Ordre des architectes, ils ont exposé les projets des jurys, les jurys des diplômes. Beaucoup de femmes ont eu de très bonnes notes, ont fait des très beaux diplômes. Simplement, après, elles ont du mal à démarrer, à monter une activité, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est pourquoi, à la vue de tous ces problèmes, nous avons créé en 2018 Women in Architecture France, de manière à notamment mettre en place des mesures pour faciliter l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture, faire connaître le prix des femmes architectes de l'ARVA et le diffuser au niveau international, soutenir les actions conduites par nos consoeurs dans d'autres pays, constituer, élaborer des réseaux de solidarité à l'échelle européenne et rayonner et assurer le rayonnement des femmes architectes françaises à travers le monde. Donc nous avons organisé un certain nombre de visites, des visites architecturales en 2018, notamment avec Véronique Descharrières lorsqu'on a visité le parc zoologique à Vincennes de Paris, ainsi qu'à Charenton-le-Pont, où nous avons fait des visites du projet de Sophie Berthelier, ainsi que d'autres projets qu'elle a construits à Boulogne-Billancourt.
Visite architecturale l'année dernière, juste après la sortie du Covid. Un car bondé, des gens à vélo, à pied, en voiture nous accompagnaient. On était plus de 70 personnes. Et on a visité la Seine-Saint-Denis sur des projets de femmes architectes uniquement. Donc les femmes architectes, elles construisent beaucoup, notamment en région Île-de-France. Vous avez, là, c'était centré sur la Seine-Saint-Denis. À Madame Florence Lipski de Lipski-Rollet qui a construit à Montreuil. Taglia Boué, celle qui avait le prix international, qui a construit à Romainville. À Saint-Denis, une opération de Fabienne Bull. Et Dominique Jacob, une opération à Noisy-le-Sec. Et Sophie Denisov, une opération à Saint-Ouen, je ne sais plus bien, qui s'appelle Habiter le ciel. Donc on a visité tous ces projets, les 5 dont je vous ai parlé. Nous avons fait la première biennale d'architecture et de paysage en 2019 ici même. Nous avons fait des conférences avec différentes femmes qui avaient eu le prix de la femme architecte, dont en bas à droite mon amie Corinne Vezzoni, qui est de Marseille. Et nous avons ensuite fait énormément de voyages pour constituer un réseau international. Donc nous faisons partie d'un réseau international de femmes avec les Autrichiennes à Linz, avec le programme Yes We Plan que l'on conduit avec des partenaires autrichiennes, allemandes, slovaques et espagnoles. Ce travail a abouti à une enquête que nous avons conduite sur 200 femmes et hommes architectes en France, mais dans les 5 pays également, ce qui fait plus de 1000 personnes. Nous avons fait une synthèse de cette étude, et cette étude va ensuite être envoyée au Conseil européen des architectes et aux institutions. Nous avons aussi le prix de la femme architecte qui est repéré comme une best practice au niveau européen et de la Commission européenne et qui va être reproduit en Autriche. Donc là, c'est notre séminaire à Valence, où nous étions en octobre dernier. Et là, c'est Bettina Dreyer-Fiala, qui est membre de la Chambre des architectes d'Autriche et qui est en même temps leader du projet Yes We Plan. Donc, ils ont lancé le premier prix autrichien des femmes architectes et vous êtes conviés à y participer. Donc, des prix, il y en a aussi en Angleterre. C'est le AG Architects Journal qui fait le prix de la femme architecte en même temps que nous. C'est un peu des cousins germains, si vous voulez. On a lancé en même temps le prix de la femme architecte. En 2019, c'était Elisabeth Diller qui l'a eu, qui fait partie de l'agence Diller, Scott Filio et Renfro. Donc, ce Jan Drow, qui est une ardente défenseuse des femmes dans la profession à dominante masculine. Donc, plusieurs femmes l'ont eu, comme Zaha Hadid, Sheila McMara, Catherine Finlay et, entre autres, Amanda Livette, mais bien d'autres, Odile Deck, ont eu ce prix, qui est un prix de la femme architecte en Angleterre. Et je vous conseille de répondre et d'y aller, parce que c'est une très belle manifestation. Il y a un prix pour les jeunes, aussi pour les moins de 45 ans, qui est doté de 10 000 €. Et il y a aussi un prix pour les femmes qui mettent en valeur l'architecture, comme ici Hélène Binette, qui est une photographe française. Donc ce prix maintenant a un peu changé, puisqu'il est ouvert aux femmes et aux non-binaires, aux gens non-binaires. Et donc c'est un prix pour l'excellence de la pratique qui s'appelle MG Long Prize for Excellence in Practice. Et il y a toujours le prix Moira Gemil pour les femmes émergentes, c'est-à-dire moins de 45 ans. Nous avons aussi l'Espagne qui a lancé un prix des femmes architectes. Et là, ce prix s'appelle Lily Reich Award. Donc, c'était la 2e édition l'année dernière. Et donc, c'est un prix qui a qui a mis en valeur des femmes de Séville, de Grenade. Donc, un très beau prix également avec lequel nous espérons être bientôt partenaires. Maintenant, revenons au prix français des femmes architectes, donc créé en 2013 par l'ARVA. C'est donc un prix qui permet de mettre en valeur des œuvres et des carrières de femmes architectes talentueuses, faire connaître et diffuser leurs projets, fournir des modèles féminins pour les jeunes générations et encourager la parité dans une profession à forte dominante masculine. Donc 4 prix, jeunes femmes, moins de 40, œuvres originales, femmes de plus de 40 et prix international depuis 2017. Donc, il se trouve que j'ai toute la hiérarchie depuis le début, toutes les primées, donc on va passer quand même assez vite.
Donc 2013, première édition. Pour le jury, évidemment, il n'y avait pas d'antécédent. Donc on a pris quelqu'un du Conseil national de l'Ordre des architectes, quelqu'un du ministère de la Culture, quelqu'un de l'étranger, Angela Brady, qui était la présidente du RIBA, quelqu'un de Roumanie, la secrétaire générale de l'Ordre des architectes de Roumanie, et Béatrice Oxinte, qui faisait partie du CROA Nord-Pas-de-Calais, ainsi que moi. Première lauréate, Odile Deck, Anne Démiance, œuvre originale, Jocelyne Bérendt, qui a eu une mention spéciale, Françoise-Hélène Jourda, qui a eu le prix pour le développement durable, et des clics et des calques pour les jeunes femmes architectes. Donc on s'est octroyé le droit de créer des mentions spéciales, par exemple une mention pour les pionnières ou une mention développement durable, parce qu'on a trouvé qu'il y avait des femmes exemplaires comme Françoise-Hélène Jourda, qui nous a quittés maintenant, mais qui était professeure à Vienne, alors qu'elle était complètement française, elle n'avait aucune origine viennoise. Et donc nous la saluons, nous saluons sa mémoire. Donc deuxième édition, donc la règle c'est les dames qui ont eu le prix l'année d'avant, elles deviennent systématiquement membres du jury l'année d'après. Ensuite, nous rajoutons toujours une personnalité extérieure ou plus. Donc là, par exemple, Karine Reiner de l'Allemagne. Et dans les personnalités extérieures, nous avons Béatrice Oxinte du CROA Nord-Pas-de-Calais, ainsi que quelqu'un du ministère de la Culture. Bon, cette année, je ne le vois pas, mais la plupart du temps. Donc Manuel Gautran a eu le prix, Marlene Hochford-Brown a eu le prix pour l'œuvre originale, Christiane Schmöckel-Mollard, une mention spéciale pour le patrimoine. C'est quand même la première femme qui a fait le métier d'architecte en chef du monument historique. C'est une femme remarquable qui a été vice-présidente de l'Académie d'architecture. René Gaillousté qui a eu le prix pionnière et une équipe de jeunes, Agnès et Agnès. Agnès Villemain et Agnès Christophalis. Elles sont à Toulouse. La troisième édition, donc vous voyez le principe, celle de l'année dernière, membres du jury, plus des personnalités extérieures comme Laura Peretti, une italienne, ou Angela Deber, une architecte suisse qui avait gagné le prix Arc Vision, qui était un prix italien. Des gens du ministère, des gens de l'ordre, bon, Madame Fernandez du ministère, l'ordre Christine Lecomte, et les lauréates de l'année antérieure. Qui a eu le prix cette année, c'est Corinne Vezzoni, qui était à la Biennale en 2019. Corinne Vezzoni qui travaille à Marseille, notamment, mais pas seulement. Alors, Véronique Descharrières, qui a eu le prix de l'œuvre originale en 2015. Nathalie Régnier-Kagan, qui a eu le prix la mention spéciale, et Oeko Architecte, des jeunes femmes architectes. Pour revenir à l'histoire des jeunes femmes architectes, c'est très important pour les jeunes de pouvoir participer à ce prix, parce que ça leur amène une notoriété nouvelle pour elles et ça leur donne pas mal de perspectives. En 2016, nous sommes dans la 4e édition. Le prix est décerné à Véronique Joffre, qui est de Toulouse, Tania Conco, qui est en Hollande, Amélia Tavella, qui est à Aix-en-Provence, Ingrid Taillandier, qui a eu une mention spéciale, et Eliane Castelnau, qui a eu un prix pour son travail en tant que pionnière. Donc, au niveau des personnalités extérieures, Andrea Klimko, qui est venue de Slovénie, qui a fondé le Women in Architecture slovène, Teresa Borsuk, architecte, qui avait gagné le prix anglais, et Olivia Schilling-Hirsch, qui est une Autrichienne, ainsi que Elisabeth Gossard du CNOA et les lauréates de l'an antérieur. Donc, 2017, une très belle édition également. Lauréate, Sophie Berthelier, ici présent. Dominique Marek a eu une mention spéciale. Marie Blancard a eu le prix de l'œuvre originale. La architecture, le prix Jeune Femme. Cécile Mescam, je vous l'ai dit. Et alors, la nouveauté, c'est le prix international. Carme Pinos, qui a eu le prix international. Et Karine Schmutt, d'Afrique du Sud, qui avait répondu également, qui a eu une mention spéciale. Donc, une très belle équipe, comme chaque année. Et dans le jury, nous avions Vincent Lacaille du ministère de la Culture, nous avions Eva Alvarez, qui est de l'école d'architecture de Polytechnique à Valence, et Fluvia Fagotto, qui, elle, est une Italienne qui a fondé l'Association des femmes architectes italiennes, et Silja Tellner, qui est une Autrichienne, et ainsi que les membres usuels du prix pour le jury. Alors l'édition 2018, Sophie, vous me disiez que vous regrettiez, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Nous étions quand même 16 personnes, dont 4 personnalités étrangères, ce qui faisait un énorme jury.
Donc, dans les personnalités extérieures, nous avions Karin Schmutt d'Afrique du Sud, Sylvie Schenk qui venait d'Allemagne, Véronique Siegel et Martin Hausser qui venaient de Suisse, ça en fait plus de 4, et la présidente du jury, Anna Schabel, qui était présidente de Women in Architecture en Angleterre. Donc vous-même, Dominique Marek, Cécile Mescam et Béatrice Oxinte et Madame Carboni de la Cité de l'Architecture et Madame Choplin du ministère de la Culture. Donc les lauréates cette année, c'était Nicole Concordet, que l'on voit allongée d'ailleurs sur la scène. La jeune femme architecte, c'était Sandra Di Giorgio, une très belle équipe, elle est associée avec son compagnon. Mention spéciale, Marie Zawitowski, œuvre originale Bathilde Millet, qui a construit à Lille, et Amanda Livette, le prix international, c'est une Anglaise remarquable. 2019, on se rapproche de la fin. Là, vous avez le prix qui est accordé à Dominique Jacob, de l'équipe Jacob Bacfarlane. Ensuite, Marie Perrin pour les jeunes femmes, Fabienne Bune, l'offre originale, Marie-France Châtenay pour la mention spéciale œuvre originale, et l'architecte mécano-architectaine Francine Houben, qui est une dame hollandaise, qui nous fait l'honneur de venir, et vous ferez remarquer qu'à chaque fois, les étrangères viennent au prix pour le recevoir au pavillon de l'Arsenal. Donc le jury, vous avez vu qu'on connaît beaucoup de monde à l'étranger. Claudia Matonio est venue de Rome, présidait le jury. Nicole Concordet et Véronique Descharrières. Sophie Bertelier en tant que membre de l'Académie d'architecture. Moi-même, Béatrice Oxinte et Catherine Barbiazan, fondatrice du prix Ital Simonti, qui est un prix italien pour les femmes architectes, et qui était membre de l'entreprise Ciment Calcia. Donc en 2020, nous avons eu le Covid, donc pas question de se réunir. Donc ça s'est fait en vase clos par Internet pour le jury. Donc le jury, nous avions quand même beaucoup de monde également, parce qu'avec Agnès Sall du ministère de la Culture, Spela Couar de Slovénie, Sophie Bertelier de France, mais aussi Bettina Dreyer de l'Autriche, Iris Weiss d'Allemagne. Donc vous voyez, et un des membres sponsors du prix, qui est Catherine Papillon, qui était venue de BNP Paribas. Et Elisabeth Gossard du CNAM, du Conseil national de l'Ordre des architectes. Les jeunes femmes architectes lauréates, c'était Ossom. L'œuvre originale, Catherine Trébeljar. L'œuvre originale, c'était en mention spéciale Sophie Denisov. Et les 2 lauréates étrangères, Benedetta Tagliabue et Anna Ehringer, qui est une Allemande, et l'autre une Espagnole. Bon, l'Allemande, je ne sais pas si vous connaissez son œuvre, mais vous savez qu'elle est remarquable, parce que c'est de l'architecture bioclimatique, construite avec les gens, biosourcée, enfin elle a toutes les qualités et toutes les vertus qu'on imagine actuellement. Quant à Benedetta Tagliabue, elle a une architecture remarquable également, et c'est notamment grâce à Sophie qu'on a pu faire émerger ces 2 femmes extraordinaires. Et celle qui a pris, c'est Florence Lipski, Florence qu'on attend pour cet après-midi, qui sera là à 16h pour faire sa présentation. Et j'ai dû oublier Éléonore. Non, ce n'était pas cette année-là. Et donc, 2021, le prix est donc accordé à Florence Lipski, aux jeunes femmes architectes Ossom, Catherine Trébeljar. Sophie Denisov a une mention spéciale. Donc, vous voyez, ce prix continue. On a ici des affiches pour voir les lauréates de l'année dernière et l'annonce du lancement du prix. Je ne sais pas, il en reste là-bas. Vous pouvez vous servir. Et donc, on va reprendre le prix. Là, il est lancé. Il y a déjà des candidatures. Et le jury va se réunir un peu plus tôt que d'habitude, parce que le pavillon de l'Arsenal va fermer pendant 1 an et demi. Et on va aller juste avant la fermeture. On ira donc le 15 novembre pour la remise du prix. Donc, en 2021, le prix a été remis à Anne-Sophie Jumeau, qui sera là le 4 juin. Béatrice Mouton, ici présente pour une mention spéciale sur l'œuvre originale. Sarah Martin-Camara, qui sera là le 4 juin. Marion Triboulet, qui est enceinte jusqu'aux yeux, donc qui ne pourra pas nous rejoindre, mais qui sera au jury et qui sera à la cérémonie en novembre 2022. Et Éléonore Morand, qui ne devrait pas tarder à arriver également, et qui nous fait la joie de nous présenter son travail tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, une équipe remarquable, un beau projet pour chacune d'entre elles et de belles connaissances.
Donc ces lauréates font également des expositions qui tournent à Marseille, à Lille, à Lyon, à Paris, à Bratislava. Nous avons été aussi à Venise, au palais Satron, grâce au soutien de l'Institut français et de l'Alliance française. Nous avons fait également des conférences pour la Biennale d'architecture de Venise, au palais Mora, au palais Rossini, avec Amelia Tavella, Véronique et Sophie Berthelier. Donc au palais Mora, nous avons fait une exposition de mai jusqu'au 22 novembre, avec Sophie et les 3 précédentes citées, et une conférence. Donc vous voyez que c'est dans une forme de continuité que nous sommes là, c'est parce que nous travaillons sur la question de la femme et de l'architecture depuis des années, et que je mets en valeur, grâce aux institutions qui sont l'ARVA et Women in Architecture, je mets en valeur les femmes architectes qui sont si peu primées et si peu valorisées. Merci à vous. Donc on va passer maintenant à la présentation du travail des femmes architectes dans le cadre de cette biennale. Et donc nous avons planché de manière à nous raccorder évidemment avec le thème de la biennale. Le thème de la biennale, c'est l'architecture et la terre. C'est ville et terre, ou terre et ville. Donc c'est un sujet que les femmes architectes aussi maîtrisent très bien. D'ailleurs, ici présente, nous avons Yannichka qui nous dira un mot tout à l'heure de ce qu'elle fait, elle, pour promouvoir les femmes architectes et le développement durable. Nous allons d'ailleurs organiser une conférence, vous l'organisez le 31 mai, vous en parlerez tout à l'heure sur Zoom, où on pourra parler des projets des femmes au regard de la problématique du développement durable. Donc, nous sommes donc là sur la Terre comme matériau de construction. Qu'est-ce que c'est la Terre? Eh bien, c'est une planète sur laquelle nous vivons. C'est aussi une matière, et c'est aussi un champ, et c'est aussi notre espace sur lequel nous sommes installés. Donc, on retrouve le mot terre dans le terroir, dans le terrain, c'est-à-dire que la terre, c'est le socle de notre milieu de vie à tous. Les grandes formes de nos paysages, la fertilité de nos sols, les matériaux que nous extrayons du sous-sol sont le résultat d'une histoire naturelle longue et mouvementée, sédimentation, subsidence, enfoncement de l'écorce terrestre, tectonique, déplacement des plaques continentales, érosion. La construction génère de grandes quantités de terre excavée en réutilisant une partie lorsqu'elle présente des propriétés techniques adéquates. Aux matériaux terre crue, elle consiste une possibilité intéressante. Il faut cependant mettre en œuvre ce matériau, la terre crue, de manière responsable et adaptée. La terre, présentée comme matériau disposant de nombreuses vertus, la production des terres excavées reste un enjeu écologique. Rappelons cependant que la terre reste une ressource limitée. Donc pour aborder ce thème, la terre, le sous-sol, les écosystèmes, nous avons 3 personnes ici qualifiées pour nous en dire un peu plus. Donc, en premier, nous avons Sophie Berthelier qui va nous parler de la terre, quel devenir pour l'architecture. En second, nous aurons Monique Labbé qui nous parlera des sous-sols urbains, ressources complexes de la ville durable. Ensuite, nous aurons Béatrice Mouton qui nous parlera de l'architecture éphémère et de la ville. Donc pour commencer, je vais vous présenter Sophie Berthelier, qui est lauréate du prix Femmes Architectes 2017 et en même temps secrétaire générale de l'Académie d'architecture. Donc Sophie Berthelier, formée à l'école d'architecture de Paris-La Seine, Sophie Berthelier fonde en 1992 son agence qui s'appelle au départ BFT, puis SBBT Architecture en 2008. En 2012, elle a la médaille d'argent du prix Dejean, décerné par l'Académie d'architecture, venant signer et consacrer son engagement dans une dynamique toujours interrogée. En 2017, Sophie Berthelier est élue femme architecte, prix décerné par l'ARVA avec le soutien du ministère de la Culture. En 2018, Valérie Pécresse
présidente de la région Île-de-France, la nomme à la première édition des trophées Elle de France, dans la catégorie Création auprès d'autres femmes représentatives. Au titre de sa recherche sur de nouvelles lectures sur l'espace, elle organise son équipe pour présenter le pavillon français à Venise sur le thème du Free Space. Elle participe également à la Biennale de Venise Off, où elle est exposée à l'European Cultural Center au Palazzo Mora. Son parcours professionnel est jalonné de créations qui ont toujours témoigné de sa recherche sur la lumière, les matériaux, l'espace et surtout la place de l'humain dans ses lieux de vie. Actuellement, ce travail de création, de réalisation, trouve son incarnation dans le développement et la transmission de deux concepts qu'elle a posés, la haute qualité architecturale et l'architecture sensitive. Elle crée ce mouvement en 2019 qui lance la réflexion sur les qualités fondamentales pour le bien-être de chacun. De façon engagée, différents domaines d'expression ont structuré cette nécessité de ne pas cesser de donner à l'architecture la première place. En tant que conférencière, elle a porté l'idée de sa recherche et surtout expliqué comment les réalisations qu'elle a pu produire portaient chacune la marque de cette lecture d'une architecture sensitive. Elle intervient dans différents colloques, à Paris, à Strasbourg, à Orléans, à Bordeaux, à Houston, à Venise. Elle participe en 2021 au colloque de la Pacte autour de l'architecture et de l'autonomie de ses usagers. Lors d'expositions où, là aussi, elle s'engage à témoigner de son regard sur le nouage entre l'espace, le temps, les volumes et les matières, à Buenos Aires avec le ministère des Affaires étrangères, à Madrid avec l'Institut français d'architecture, à Düsseldorf, Bâle, Paris avec de nombreuses interventions, à Venise. Elle fait partie avec ses associés des équipes sélectionnées pour présenter au pavillon français la Biennale d'architecture. Elle est engagée en tant que designer dans la collaboration étroite et renouvelée avec des spécialistes des nouveaux matériaux, aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle a pu réaliser une série pour une ligne de mobiliers urbains exposée dans différentes galeries, notamment la galerie Satellite et VIXL Art. Elle a fait de nombreuses réalisations qu'elle va vous montrer. Donc elle propose depuis 2019 une réflexion sur un lycée du futur engagé dans un projet de lycée à Anche. Elle propose des matériaux biosourcés ainsi que des produits issus de recyclage. Cette démarche bas carbone permet d'obtenir le label E3C2. Donc je vais maintenant passer la parole à Sophie Bertelier qui va venir nous rejoindre. Tu veux te mettre là ? Et qui va vous présenter son travail qui est effectivement tout à fait intéressant dans le cadre de la réflexion sur la Terre. Bien, merci Catherine pour cette présentation. Merci à vous tous et toutes d'être ici aujourd'hui. Donc j'ai choisi de vous présenter mes projets et mes réalisations qui sont en fait en résonance avec le thème de cette biennale, comme l'a dit Catherine, la Terre, une façon de réfléchir à notre avenir décarboné. Donc mes projets sont conçus depuis 2006 avec cette notion d'urgence, d'économiser les ressources de la Terre, comme notamment l'école maternelle de Barjouville, dont vous voyez la photo sur l'écran, qui est entièrement réalisée c'est en structure bois, ossature bois, matériaux en terre cuite. Voilà. Mais au-delà de ça, ma réflexion se porte également sur la façon dont vivent bien évidemment les usagers, les êtres humains, la lumière, la qualité de l'air à l'intérieur des locaux, leur ambiance, les matériaux que l'on peut découvrir à l'intérieur. Et tout ça dans le but d'offrir de la poésie à tous. Deuxième projet, c'est un lycée, le lycée d'Illkirch, près de Strasbourg, un lycée des métiers et des arts appliqués. Donc la même recherche dans la façon d'assembler la matière, d'assembler
les systèmes constructifs, de pouvoir offrir des lieux multiples qui sont utilisables par tous et qui créent une osmose entre les différents élèves, les professeurs. C'est toujours cette recherche-là qui nous guide dans cette démarche. La lumière aussi est extrêmement importante, la lumière naturelle, sans laquelle l'être humain ne pourrait pas vivre. Exacerbée dans des lieux de convivialité, des lieux de circulation, pour toujours pouvoir avoir un regard vers l'extérieur. Encore un groupe scolaire à Charenton, le Pont. Cette démarche particulière dans un site, dans une ville assez résidentielle, c'était l'idée en fait de jouer sur la contemporanéité des matériaux et de s'inscrire plutôt en douceur dans le site urbain, avec la présence ponctuelle de la couleur qui est souvent demandée par les usagers, par les enfants, comme plutôt une signature, une signalétique, hein, quelque chose que le regard va percevoir de manière différente et qui va donner envie de rentrer à l'intérieur des locaux. Également, bien sûr, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Tout architecte a cette idée en tête de toujours ouvrir vers l'extérieur. Vous le voyez sur la prochaine slide, avec des matériaux intérieurs dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément uniformes, mais sont en métal tressé, du métal recyclé, des panneaux aussi de recyclage, du bois, tout un ensemble de matériaux en fait qui sont là aussi pour rappeler à tous qu'on peut recycler aussi. Il n'y a pas que la terre et le bois. Il y a d'autres matériaux possibles et la démarche du recyclage doit se faire maintenant plus facilement que précédemment. Un autre projet, une réalisation, le groupe scolaire à Vincennes, dans un quartier proche de Montreuil, où là, on a installé un gymnase sur le toit pour laisser la place aux espaces verts pour les enfants, pour les cours de récréation. Et donc, ce gymnase a la particularité de pouvoir être utilisé par tous, par à la fois le groupe scolaire, mais également par l'ensemble des habitants. Donc aussi des lieux qui se partagent, des lieux publics qui se partagent. C'est aussi une démarche qui est intéressante à montrer et à offrir aux collectivités locales, aux maîtres d'ouvrage publics, pour leur rappeler aussi que l'économie de la matière, elle passe aussi par l'économie de l'espace. Donc vous voyez le gymnase là, en partie haute. Et le dernier projet, parce que on passe rapidement sur cette présentation, une réflexion sur le lycée du futur, une réflexion sur deux axes principaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois une économie de matière, avec l'idée de travailler des matériaux en circuit court, le bois, la terre cuite, produits venant de la province de la région centre, par exemple, puisque ce lycée devait se situer en région centre, mais également avec l'idée d'apporter une autre image, un autre lieu pour les jeunes lycéens, à la fois inclusif, puisqu'on a travaillé le rapport avec les espaces dédiés aux jeunes souffrant de troubles autistiques. On l'a proposé en plus du programme qui nous était donné, qui n'était pas déjà inscrit dans ce programme, mais également le rapport à la lumière, aux rencontres, aux espaces partagés et aussi à l'avenir de ce lycée, à la possibilité de le transformer en bureau, de le transformer en d'autres fonctionnalités dans le futur. Donc là, vous voyez l'entrée, toujours l'espace extérieur qui signe l'accueil. Et là, les espaces intérieurs qui sont modulables, transformables, avec des petits espaces
créé pour ces jeunes qui ont besoin de se ressourcer un peu seuls, enfin, en cas de crise, mais qui peut servir aussi aux autres, à la fois aux enseignants, mais aux lycéens, pour créer d'autres supports d'usage. Le hall d'accueil, qui est aussi un amphithéâtre, avec un bar, tous les espaces se partagent. Ce sont des choses que l'on voit souvent au nord de l'Europe, mais finalement en France, il n'y a pas tant que ça d'exemples de ce type. Et c'est aussi l'idée d'apporter aussi cette réversibilité dans les locaux créés. Également la vision sur l'extérieur pour tous les espaces de circulation qui deviennent aussi des espaces de détente, qui ne sont plus un couloir desservant des salles de classe de part et d'autre, mais plus encore des lieux d'usage. Donc voilà, je terminerai ce rapide condensé de mes projets et réalisations, mais vous pouvez tout trouver sur le site internet. Pour vous dire que cette démarche, elle date vraiment à partir de 2006 où en fait j'ai créé la médiathèque de Tours. Et là, j'allais dans les déchetteries chercher les matériaux pour pouvoir les recycler et les mettre en exergue, un peu comme des sculptures, mais aussi comme des plaques de support de protection solaire ou encore des espaces, enfin des plaques permettant en fait d'avoir une acoustique meilleure, enfin voilà ce genre de solutions. Donc je pense que l'avenir va vers des matériaux biosourcés, mais pas que ça. C'est un peu le message que j'aurais envie de vous donner aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je vais vous présenter maintenant Monique Labbé, architecte. Donc, vous n'avez pas un petit film? Ah bon. Vous n'avez pas un film? J'ai un micro. Non, tu t'assois. Ah bon. Je m'assieds. Tu veux te filmer ou pas? Alors, Non, c'est moi qui parle. ah oui, pardon, c'est pas moi. Donc, Monique Labbé. Monique, vous êtes architecte, évidemment, diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et de l'ICH, Institut immobilier de la construction. De l'économie de la construction. Et au Conservatoire national des arts et métiers. Vous dirigez votre agence qui s'appelle les Ateliers Monique Labbé, composée d'une quinzaine de salariés à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris, dans les opérations de Renaudy-Gaillusté. Depuis 30 ans, sa société s'est spécialisée dans les infrastructures publiques, plus spécialement les établissements scolaires, les infrastructures environnementales, le traitement de l'eau, le traitement et la valorisation des déchets, et les bâtiments industriels, la logistique et les activités. Votre architecture s'attache à l'intégration et à la valorisation de tout type de programmes dans des paysages sensibles, des secteurs classés, urbains et périurbains. Monique Labbé consacre une importante part de son travail à la sensibilisation et à la promotion et l'utilisation des espaces souterrains comme espaces potentiels de planification urbaine. En 2005, elle crée et préside jusqu'en 2017 le comité d'espaces souterrains au sein de l'AFTES, Association française des tunnels de l'espace souterrain, membre lui-même de l'AITES, Association internationale des tunnels de l'espace souterrain. Dans ce cadre, elle intervient régulièrement dans des colloques nationaux et internationaux. Depuis 2009, Monique Labbé a initié et dirigé le projet national de recherche intitulé Ville sans ville d'idées. Donc la ville de 10 idées. Ville d'idées. Soutenu par le MED, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, cette recherche appliquée vise à faire émerger les conditions d'un nouveau type de planification
et d'aménagement des villes, incluant une utilisation de l'espace souterrain plus raisonnée, efficace et respectueuse. Ce projet regroupe une cinquantaine de partenaires, chercheurs et acteurs de la construction, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, publics et privés, entreprises du BTP, bureaux d'études, ingénierie, laboratoires de recherche, privés, publics, universités et écoles d'ingénieurs. Donc Monique, c'est à vous. Je préfère que vous mettiez, soit vous prenez ça, mais debout non, parce que vous ne serez pas filmé. Ah bon, d'accord, je ne serai pas Alors, sur la on se photo. décale d'un zut cran et alors. on se remettra encore. Voilà, venez là. Ok. Merci. Comment je fais? Hop. Bonjour. Oui, alors je suis une intruse parce que je suis la seule à ne pas être primée. Je suis architecte, mais pas primée. En revanche, j'ai ce... Je vais... Peut-être. Encore faut-il se présenter. Mais en revanche, le projet de recherche dont a parlé Catherine Guyot est quelque chose qui a un sujet très proche du thème de la biennale de cette année, puisqu'il s'agit du sous-sol. Alors le sous-sol, c'est un lieu complètement méconnu, et l'habitat troglodytique, c'est à la fois l'utilisation de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, dans des cavités qui en général ont été creusées pour l'exploitation de la roche, des carrières peu profondes, et dans lesquelles s'installent les habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces sites, il y a un mouvement, une continuité dans le déplacement, que l'on voit ici à gauche, et qui petit à petit, excusez-moi, ça va, il faut que je me mette dans un déplacement et oui, je sais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport direct entre les habitants et le paysage. Ils marchent sur le rocher et ils habitent dans le rocher. Et ils ne passent pas pour leur habitat par l'intermédiaire d'une édification de bâtiments. Ils utilisent déjà une cavité existante, mais ils peuvent creuser s'il y a un enfant qui arrive, s'ils veulent agrandir, s'ils veulent faire un placard, un lit, etc. Ils creusent. Et comment on peut faire Et on a là... non, c'est pour l'animation. Bon, d'accord. Et là, on voit le relevé d'un village troglodytique avec ce que l'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire... non, c'est normal. Oui, oui. Avec les voies hiérarchisées, c'est-à-dire une voie publique, entièrement publique, des voies un peu plus privatisées, et puis carrément ces petites antennes, je ne suis pas gauchère, pardon, ces petites antennes qui mènent à l'intérieur, jusqu'à l'intérieur des cavités et du logement. Et c'est intéressant parce que cette qualité d'espace public et d'espace extérieur, d'espace cheminé en quelque sorte, vivant, nous manque à présent, et je pense qu'il est essentiel de le retrouver aussi bien dans la ville de surface, qui de plus en plus se divise en usages séparés, que dans le sous-sol. Et pour aller vers le sous-sol, il est indispensable d'avoir, je crois, cette dimension humaine de mouvement et de cheminement. Alors, qui prend en compte effectivement le relief, la géomorphologie, et qui se passe en 3D, qui monte, qui descend, etc. Alors on n'est pas obligé, effectivement, pour passer d'un point A à un point B, d'avoir un couloir tout droit ou un corridor ou un tunnel. On peut avoir des cheminements qui sont plus enrichissants et qui permettent des rencontres. Ici, dans un lycée que nous avons fait au Blanc-Ménil, nous avons nous avons laissé le choix aux élèves, une fois qu'ils ont passé le hall, d'accéder à leur classe par l'extérieur, par ce cheminement, ou bien par l'intérieur, rapidement, ou vers le bas, par des cheminements. Mais à chaque fois, il y a une visibilité, comme on la trouve dans les villages troglodytiques, et cette possibilité de choix.
Cette même démarche, on la trouve aussi à Ivry-sur-Seine, dans l'architecture de René Gailloustet et de Jean Renaudy. Ici, c'est Jean Renaudy, c'est cette architecture collinaire qui n'est pas un empilement géométrique de logements avec des terrasses devant, mais qui est quelque chose d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement organisé. On peut accéder à son logement. Enfin, chaque logement a une terrasse plantée, ce qui est extraordinaire dans les centres-villes, et on voit les accès. On peut choisir ses accès par ici, par des escaliers extérieurs, ou bien, de manière classique, depuis l'intérieur, par une cage d'escalier. Et puis à l'intérieur, puisque c'est collinaire, il y a un espace, un volume en dessous, qui n'est pas adapté au logement, mais qui sert à de l'activité, à des associations, à du commerce. Eh bien, cet espace, lui, est structuré avec des circulations souples qui se relient sur l'extérieur à toutes les rues environnantes. Alors, cette organisation, j'en trouve un peu une base dans ce plan de Rome qui a été fait par Giambattista Noli au XVIIIe siècle. C'était le premier relevé de Rome, et où l'espace public extérieur est représenté non pas simplement la rue, mais continue à l'intérieur des édifices. Et il y a un changement total de la conception de l'espace public, puisque au lieu de s'arrêter à la porte d'un édifice, il entre dedans, il se continue, et c'est un lieu de partage, un lieu de pluridisciplinarité, un lieu complexe et d'échange. C'est ce que l'on retrouve ici, au bout des cheminements à Teruel, en Espagne, où il était question d'implanter un équipement culturel, et il ne fallait pas détruire des maisons existantes. Donc cet équipement a trouvé sa place au milieu d'une rue, et il n'interrompt pas la rue. De chaque côté, on chemine. On peut, dans le cheminement, monter sur le toit de cet équipement. On peut aussi descendre, et on a, d'une manière extrêmement naturelle, l'accès à un espace public, et l'espace public à un équipement public, et cet équipement public est dans la continuité de la rue. C'est un exemple qui est extrêmement intéressant. On voit ici qu'il ne bouge pas du tout la rue, mais qu'il est en revanche entièrement accueillant et branché sur le reste. On le retrouve à Ewa, en Corée aussi. Je vais passer un peu vite. Ici, comment chaque bâtiment a un sous-sol séparé. La gare a son parking, les immeubles d'habitation ont leur parking, le musée a son sous-sol de rangement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de les relier entre eux, de créer des connexions, de profiter pour les éclairer, et d'avoir ainsi une ville qui s'épaissit et qui démultiplie les différents niveaux de cheminement, les différents niveaux de circulation? Ce serait participer en quelque sorte à une ville compacte et du coup plus durable et plus économe. Ici, c'est la réutilisation, une proposition de réutilisation d'un site de voie ferrée qui ne part pas. Oui, ça y est. Un site de voie ferrée qui devrait être désaffecté. On peut installer de chaque côté des éléments en sous-sol. Ça faisait partie d'une étude sur le plateau d'Orly-Rungis. Et ces éléments en sous-sol ne sont pas souterrains. Ils ouvrent sur ce silo. Ils profitent d'une topographie déjà existante pour implanter du sous-sol et démultiplier encore à la fois les espaces utilisés et les circulations. Alors, comment vit-on à l'intérieur? J'ai parlé de l'accès au sous-sol comme suite du cheminement extérieur, logique, mais à l'intérieur, comment vit-on? Est-ce que c'est un espace
enterré, minéral, ou bien est-ce que on va essayer par des projections, de rappeler ce qui se passe derrière, je n'y crois pas, par des LED derrière, par des artifices derrière une fenêtre, essayer de reproduire la lumière, ou bien plutôt aller vers des fibres optiques, pardon, excusez-moi le micro, des fibres optiques qui vont amener la vraie lumière avec ses variations, la vraie lumière extérieure, ou bien carrément faire entrer la nature à l'intérieur du sous-sol. Et là, on voit que de toute façon, le sous-sol, même en sous-sol, à partir du moment où il y a de la lumière, ici dans un cénote, là, dans la gare souterraine de Viroflay pour le T7, à partir du moment où il y a de la lumière, la végétation arrive et s'installe et qu'on peut avoir, ce n'est pas un espace qui doit être minéral forcément. À New York, c'est un projet qui est intéressant. Ici, on a un ancien dépôt de tramway, un ancien remisage en sous-sol, et il a été proposé par une équipe de le transformer en parc souterrain, de l'utiliser. Et comment en faire un parc sans enlever le toit, avec ce dispositif qui allait chercher la lumière du soleil et la transmettait en parapluie à l'intérieur de l'espace. Alors c'est un projet qui a été... Ce dispositif a été testé grandeur nature et fonctionnait, il a été prouvé. Malheureusement, malgré un crowdfunding important pour financer le projet, ça n'a pas été suffisant et ce projet ne s'est pas fait, la ville de New York n'a pas suivi. Ici, une autre manière d'utiliser le sous-sol, c'est un peu un cratère. On fait entrer la lumière jusqu'en profondeur. Et là, c'est une proposition dans le Sahara. Ça ressemble aussi à un bateau, à un endroit où les dunes changent de manière permanente de niveau. Et c'est une manière d'accepter d'être en sous-sol et de s'adapter. Alors, le sol et sous-sol, alors plus que personne, les paysagistes le savent, sont interdépendants l'un de l'autre. L'eau qui vient du ciel s'infiltre et alimente les nappes phréatiques ou les rivières souterraines, mais pas seulement. La pollution aussi qui vient de la terre s'installe dans le sous-sol de manière extrêmement durable et il est très difficile de l'enlever. Donc le sous-sol est un élément extrêmement fragile, riche, mais fragile. Et pour preuve, ici, en Suisse, 2 projets parallèles. Un, d'utiliser la nappe phréatique en bas, la nappe phréatique, pour produire de l'eau potable pour le canton. Et ici, de faire un espace de transport, un moyen de transport pour le canton. Je pense que c'est celui-là, c'est les transports en commun qui ont eu lieu en premier et qui ont creusé leur tunnel. Et en creusant leur tunnel, ils ont laissé la voie libre à toutes les pollutions qui cheminent le long du tunnel. Et ce projet d'eau potable a dû être abandonné. Donc le sous-sol est quelque chose d'extrêmement fragile et qui a mis des milliards d'années à se constituer. Et à chaque fois qu'on intervient dedans, on le change définitivement. Il ne va pas se reconstituer comme ça. On le change définitivement. Donc ça vaut la peine d'avoir une réflexion et un projet, comme ici en Finlande, un projet, un schéma directeur qui permette de voir à long terme, de laisser la place au futur et en planifiant et de ne pas compromettre l'avenir pour tout ce qui pourra se faire. Et là, à Helsinki, on voit que c'est jusqu'au détail de la rue que descend ce schéma directeur, extrêmement précis, et il a été pris comme décision ces dernières années de neutraliser les 30 ou 50 premiers mètres de profondeur pour attendre que tous les services se parlent, que tout le monde, que tous les projets possibles soient imaginés, choisis, vus en commun. Donc on n'est plus dans un fonctionnement en silo de la gouvernance. L'organisation de la gouvernance pour le sous-sol est extrêmement important. Là, tout le monde se parle, tout le monde travaille ensemble et ils attendent d'être d'accord sur des projets à très long terme, à court terme et à très long terme, pour commencer à utiliser cette couche de 50 mètres.
Alors, c'est très sage et c'est quelque chose qui ouvre l'avenir et qui fait plaisir. Voilà, on pourrait en prendre exemple. Monique. Maintenant, on a la présentation de, attends, elle va venir là, de Béatrice Mouton. Donc, chère Béatrice, vous avez eu le prix, la mention spéciale pour l'œuvre originale en 2000. J'ai mis 22, mais en fait c'était 21, pardon. Je viens d'avoir une deuxième fois. Non, c'est pas possible. Le tout pour la salle d'audience des grands procès sécurisés au Palais de Justice de Paris, à l'île de la Cité. Projet que nous avons visité ensemble. D'ailleurs, peut-être, Sophie, vous étiez là ? Non, tu es venue visiter ? Non. Donc, elle parlera elle-même de son projet, naturellement. Donc, Béatrice Mouton est architecte, vous en doutez. Agence Béatrice Mouton Architecte. Elle est diplômée de l'école d'architecture de Grenoble en 86 et diplômée de l'Institut d'études et de la construction et de l'habitation du CNAM. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu, ça. Elles sont toutes les deux du CNAM. Elle fonde en 2008 l'agence Béatrice Mouton Architecte après quelques années d'exercice libéral. Délibérément orienté vers la commande publique, le ministère des Finances lui confie son premier chantier, la rénovation d'un restaurant administratif à Boulogne-Billancourt. C'est le début d'une activité dans le domaine de la rénovation de bâtiments administratifs qui voit la réalisation de nombreuses rénovations de bureaux, d'équipements publics pour le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Justice. En 2005, l'agence entame une diversification dans la construction neuve et dans le secteur industrialisé. L'agence noue alors des partenariats avec des constructeurs spécialisés dans le domaine. Elle est lauréate de plusieurs concours en construction industrialisée, en bois et en métal pour des groupes scolaires. Engagée dans une démarche active de promotion et de construction hors site, l'agence cherche à mettre en valeur le potentiel de ses qualités globales et de ses systèmes constructifs avec des acteurs majeurs de ce secteur. Cette double compétence en rénovation et en neuf lui permet d'intervenir dans des bâtiments historiques sur des problématiques complexes et particulières comme la salle des grands projets sécurisés. Arrivée à la maturité, l'agence comprend aujourd'hui 5 architectes et développe des projets qui s'inscrivent dans une écriture architecturale rigoureuse, juste et sans ostentation. En tant que femme architecte, Béatrice Mouton accorde une attention particulière à la réponse fonctionnelle, à la qualité d'usage, au confort des individus qui étudient, vivent, travaillent dans ces bâtiments. Pour elle, la dimension esthétique découle de la juste réponse fonctionnelle. C'est une plus-value qui satisfait tant l'âme que le regard et qui s'impose plus qu'elle ne s'expose dans chaque projet. Donc Béatrice, c'est à vous. Je vous cède ma place. Voilà, bonjour à tous. Je remercie Catherine Guyot de me permettre de participer à cette conférence. Alors, on ne s'était pas vraiment concerté, même si l'objet de la conférence, effectivement, est orienté sur le thème de la ville et de l'économie, mais je pense que ce que je vais vous présenter rapidement est un petit peu, effectivement, dans la continuité de ce que proposait ma consoeur Monique, si ce n'est que nous, on a eu plus une démarche pour le projet que je vais présenter un petit peu comme les troglodytes, à savoir venir s'installer dans une caverne ou en tout cas un bâtiment qui était existant, en l'occurrence le palais de justice. Donc effectivement, c'est ce projet. Alors déjà, comment est-ce qu'on s'insère effectivement dans la problématique qui est celle de la biennale? Eh bien, ce qui m'a attiré, c'était la phrase de François de Mazières qui dit qu'il faut trouver de nouveaux paradigmes pour concilier la préservation des terres avec une ambition architecturale et urbaine renouvelée. Et donc, effectivement, à travers cette problématique, ce
ce que je vais présenter là, c'est ce projet effectivement, et de manière plus générale, qu'est-ce que la construction hors site peut effectivement apporter comme nouveau mode de construction et de préservation de la ville. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'architecture éphémère? Parce qu'effectivement, c'est une contradiction, c'est un oxymore, puisque l'architecture, c'est bien évidemment avant tout laisser des traces, le passage et le témoignage de l'histoire. Et éphémère fait écho, bien évidemment, à quelque chose qui passe dans l'instant, qui ne se reproduira pas, et c'est l'opposé de la stabilité indispensable à toute construction. Donc, le projet de l'approche que nous avons là dans la préservation de la ville et à travers cette construction hors site et de qualité s'illustre dans ce projet, donc précisément de la salle d'audience pour les grands procès. Donc comme l'a dit Catherine, nous travaillons régulièrement pour le ministère de la Justice, et donc la problématique de ce bâtiment, c'était non pas de transformer le bâtiment, en l'occurrence une partie du palais de justice de l'île de la Cité, qui est en partie vidé puisque le TGID Batignolles a été construit il y a quelques années, mais c'était vraiment de réaliser un bâtiment à l'intérieur du palais de justice, donc ce qui est très différent comme approche et qui a été possible effectivement grâce à une technique constructive particulière. Donc il s'agissait principalement de construire donc une très grande salle. 350 tonnes de matériaux ont été amenés à l'intérieur même de la salle des pas perdus. Et donc il fallait aussi, puisque l'ensemble du bâtiment est classé, préserver toute la structure bien sûr, mais aussi toutes les finitions de ce bâtiment. Donc c'est l'idée aussi de la réversibilité totale, de lorsque le bâtiment, en l'occurrence cette salle provisoire, sera démontée, il n'y ait aucune cicatrice sur l'ensemble du palais de justice. Alors évidemment, c'est une des solutions constructives alternatives que l'on cherche à développer, légères, on est dans la construction hors site légère, et avec une économie de moyens et une économie de temps, puisque c'était aussi l'objectif. Donc c'est aussi, je trouve, très intéressant de voir la capacité du patrimoine à pouvoir évoluer, encore une fois, pas se transformer, mais à accepter des interventions différentes, lourdes quand même, mais qui permettent de faire revivre de manière très, très différente et répondre aussi à des besoins qui sont des besoins de préoccupation liés à un événement. Là, c'est la tenue de ce procès qui n'avait pas vocation à durer. Donc, vraiment s'inscrire de manière qualitative et apporter une réponse technique et architecturale de qualité. Alors, plus généralement, donc effectivement, nous sommes très partisans de la construction industrielle légère. Je dis bien légère parce qu'il existe bien sûr de la construction industrialisée béton. C'est pas du tout ce que nous pratiquons. Légère, c'est, on l'a dit, bois ou métal. Alors effectivement, on est assez loin des problématiques de la terre, de la construction avec des matériaux biosourcés, mais on évolue aussi dans ce sens, c'est-à-dire qu'on mixe les techniques de construction qui peuvent être de la structure métallique avec aussi des isolants biosourcés, naturels. Donc il y a vraiment une évolution aussi très qualitative dans le mode de construction et qui peut encore une fois rester provisoire, pérenne, tout dépend un petit peu de l'objet. Alors donc de ce point de vue, donc pour nous c'est une réponse aux enjeux environnementaux majeurs de la société, et donc on peut dire de manière plus élargie sur l'architecture provisoire, qu'est-ce que c'est? C'est trois grandes catégories: l'architecture précaire qui répond à un besoin vital, hein, l'architecture éphémère liée à l'événement, donc comme cette salle d'audience pour ce procès historique, et puis aussi des expérimentations et des prototypes. Alors l'architecture précaire, c'est par exemple les containers maritimes qui sont réutilisés pour faire du logement. C'est du logement d'urgence, bien souvent, ça peut être aussi du logement étudiant.
Il y a tout récemment les réfugiés ukrainiens à Paris qui ont été accueillis dans un gymnase dans le 12e arrondissement avec justement aussi une installation là très simple mais qui effectivement est vraiment pour répondre à un besoin vital. Donc ça répond effectivement à des problématiques nouvelles et qui sont les problématiques d'urgence de la société actuelle. Alors l'architecture éphémère, il y a bien sûr le Grand Palais éphémère qui a été réalisé par Jean-Michel Villemotte, donc une très belle réalisation qui sera aussi entièrement démontable et qui va être, et c'est d'ailleurs intéressant puisqu'on a eu l'occasion de le visiter, et il faut savoir que c'est non pas une entreprise de construction qui l'a réalisé, mais c'est une société d'événementiel qui a entièrement fourni ce bâtiment clé en main. Donc c'est quand même aussi assez intéressant de voir comment l'architecture évolue, et évolue effectivement pour répondre aussi à des fonctionnalités différentes en plein cœur de ville. Et puis on a aussi l'American Center provisoire qui avait été réalisé par Nasrin Serradji, qui est une architecte qui a obtenu le prix de l'œuvre originale pour ce projet, qui maintenant a disparu puisque l'American Center est bien réalisé et de manière durable. Et enfin, je citerai l'expérimentation et les prototypes parce que c'est ceux qui font quand même aussi avancer la technique, hein, notamment dans tout ce qui est encore une fois de l'architecture hors site. Et c'est le projet du Solar Décathlon qui avait eu lieu à Versailles même ici, et là où on voit ce projet qui a été lauréat avec Pascal Rollet et qui était un prototype d'expérimentation solaire de surélévation pour un immeuble d'habitation. Et puis je conclurai en présentant ici une aquarelle de Noël Ehrenschmidt. C'est une illustratrice de presse qui a beaucoup travaillé dans tous les lieux de procès et qui suit tout le procès des attentats. C'est une personne qui est déjà à la retraite mais qui a continué. Et donc elle avait fait un carnet qui s'appelle Les Carnets du Palais, qui était sur le Palais de Justice de Paris. Et elle était vraiment très séduite par cette nouvelle image qui a été donnée avec cette salle d'audience qui a transformé la salle des pas perdus à laquelle elle était habituée. Et donc il a croqué cette salle qui sera éphémère mais qui sera inscrite comme ça. Et donc c'est aussi la preuve de la qualité qu'on peut donner et offrir à travers effectivement une architecture éphémère. On va reprendre sur un débat. Je vais prendre un micro. Non, on va pas rester. Comme ça, je suis au milieu. Est-ce que Éléonore est arrivée? Très bien. Donc, on fait un break photographie et après, on reprendra. Donc, nous avons 3 architectes talentueuses, bien évidemment, qui ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses, mais qui ont toutes un souci de qualité, un souci de pérennité et un souci de préserver la planète. Donc chacun, est bien sûr, le voit de son côté, mais vous voyez bien que nous sommes sur une planète qui est la même pour tout le monde, et donc il faudra bien que chacun préserve et fasse attention à ce qu'il va faire. Donc Sophie, pour vous, quelle est la position de l'architecte sur le fait que la Terre n'est pas inépuisable ? En fait, les architectes et moi-même, depuis plus de 20 ans, on travaille sur ce qu'on appelle la qualité environnementale. Et donc, c'est pas un sujet nouveau pour nous. Simplement, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une conscience collective et notamment les collectivités, les donneurs d'ordre, prennent enfin conscience qu'il faut faire quelque chose. Et donc ça nous permet, à nous les architectes, de se positionner de manière un peu plus centrale sur ce sujet et d'ouvrir en fait notre réflexion à d'autres alternatives.
Et comme vous le savez, l'architecte n'est pas seul pour concevoir et réaliser une œuvre et un bâtiment. Il s'entoure de compétences diverses. Et l'idée, c'est quand même de travailler, enfin d'ouvrir notre réflexion auprès de fabricants, auprès de gens qui travaillent sur la recherche et le développement de tous les matériaux actuels, de ceux qui consomment trop, de ceux qui sont biosourcés, des circuits courts, de l'économie circulaire, du recyclage. Et les architectes doivent s'entourer, enfin moi je le fais de manière récurrente, de toutes ces compétences pour faire évoluer en fait la conception en fait, et surtout la réalisation des bâtiments que l'on conçoit. Oui, Monique Labbé, vous travaillez un peu, mais beaucoup aussi sur les sous-sols. Donc les sous-sols qui sont très importants, qui sont une richesse évidemment pas tout à fait inépuisable comme le reste de la Terre. Donc c'est en même temps, vous pensez qu'il faut utiliser les sous-sols des villes, mais en même temps vous dites que celui-ci est fragile, vulnérable. Comment peut-on faire ? Oui, ça semble complètement paradoxal, effectivement. Mais le sous-sol n'est pas connu, il est invisible, il est sous nos pieds. Et la plupart du temps, il apparaît comme un aléa. Quand on fait une construction, on s'aperçoit après que le sol n'est pas bon, il faut faire des fondations spéciales, qu'il y a de l'eau qui coule, etc. En général, on n'a pas fait les recherches suffisantes, et parce qu'on choisit d'abord un site qui est joli en surface et pas du tout en dessous. Et là, il faut absolument qu'il y ait une connaissance du sous-sol qui arrive et qui le rende apparent. Et c'est l'un des thèmes, un des sujets, un des objectifs du projet de recherche, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de portée à connaissance, que l'on rende accessible à tous les aménageurs, à tous les décideurs de l'aménagement, qu'on leur rende accessible ce qu'il y a sous leurs pieds et là où ils ont envie d'intervenir. Et le BRGM travaille beaucoup avec nous là-dessus. Il a déjà normalement sa plateforme qui donne les résultats de tous les sondages, théoriquement qu'il est obligatoire de remettre au BRGM, mais ça n'est pas fait. Et on essaye de faire en sorte que lorsqu'un élu, un promoteur, n'importe, dit je vais m'implanter là, qu'il sache que peut-être en se mettant 20 mètres plus loin, ce sera favorable parce qu'il pourra profiter d'un mouvement de terrain intéressant, qu'il pourra peut-être utiliser le sous-sol, aller rejoindre des cavités qui existent, etc. Voilà. On n'arrête pas de dire que les carrières de gypse, c'est une catastrophe. Si c'était vraiment une catastrophe, le commandement en chef des armées ne s'y serait pas installé pendant des années. Ça veut dire qu'on biaise la connaissance du sous-sol. Si on est dans une carrière, si on est dans le sous-sol, on peut la surveiller et on sait à quel moment elle devient fragile ou pas et on peut l'entretenir. Voilà, donc c'est cette vision-là qu'on veut donner. Et si on l'a, à ce moment-là, on n'usera pas le sous-sol, on ne l'abîmera pas de manière définitive en faisant, comme on le fait actuellement, on met plein de réseaux en sous-sol au lieu de les regrouper dans des galeries multi-réseaux. Y compris, je suis un peu critique par rapport, enfin pas critique, je regrette par rapport aux gares du Grand Paris. Elles sont arrivées à un moment où on n'avait pas une réflexion globale sur le sous-sol. Elle vient maintenant. Et on descend parfois 30 mètres en profondeur pour atteindre les quais, sans avoir eu le temps, les moyens, l'argent, de réfléchir à ce qui pourrait se passer entre la surface et ces 30 mètres. Il y a sûrement des équipements qu'on peut mettre, un gymnase, un théâtre, une quantité de choses qu'on peut mettre, autres que simplement des commerces, ou bien rejoindre des sous-sols qui existent et qui fonctionnent déjà, etc. Voilà. Oui, Béatrice Bouton, vous nous avez parlé des constructions éphémères. Alors, il y a deux façons de poser la question. Mais est-ce que l'architecture éphémère serait
finalement une solution, notamment pour pallier en cas de crise naturelle, climatique ou en cas de guerre, comme on en voit actuellement. Comment faire pour que cette architecture éphémère apporte une solution évidemment ponctuelle à ces problèmes et peut-être aussi dans une réflexion de récupération des matériaux ou d'usage de travaux qui seraient bas carbone et qui consommeraient peu. Oui, alors effectivement, c'est pas. Bon, d'abord, il n'y a pas les solutions sont multiples. Nous, celles sur laquelle on travaille, c'est une hypothèse. Hein. Quand je suis passée tout à l'heure, effectivement, que j'ai vu tout l'alignement de matériaux, de pierre, de bois, de paille, je me suis dit, on est assez loin de ça, mais effectivement, c'est une autre réponse, c'est une alternative. Encore une fois, c'est pas la seule. On va pas revenir à construire non plus tout en pierre, comme on ne va pas tout construire en ossature métallique et en remplissage. Donc c'est avant tout une question d'opportunité, du projet, de sa situation, du choix du maître d'ouvrage, parce que souvent c'est quand même un choix, une volonté du maître d'ouvrage, de plus en plus affirmé, qu'il s'agisse d'un usage, comme on l'a dit, provisoire, effectivement avec la possibilité de reconditionner soit une partie, soit tout du bâtiment, mais de plus en plus, effectivement, ça répond à une demande. Donc, on ne vient pas nous proposer spontanément, où ça va être dans un cas précis où il y a des difficultés d'accès, plutôt dans une extension, reconstruction par exemple, mais autrement, je pense que les maîtres d'ouvrage, notamment les collectivités, connaissent de plus en plus le potentiel de cette construction. Mais encore une fois, qu'il reste une possibilité. En termes j'ai dit, on peut beaucoup diversifier. Les constructeurs quand même cherchent aussi à casser l'image du bâtiment pailleron des années 70, tout métal, de mauvaise qualité. On n'est plus du tout dans cette optique. Donc il y a un réel effort de recherche, encore une fois, technologique et d'insertion architecturale. Donc ça, la plupart des constructeurs en ont conscience. Et sur le plan environnemental aussi, je crois qu'il y a eu récemment une exposition au pavillon de l'Arsenal avec un bilan qui a été établi sur une centaine de bâtiments et de l'architecture contemporaine et iconique, et sur leur bilan carbone. Et il s'est avéré que finalement, c'était les bâtiments qui étaient les plus légers, entre guillemets, qui avaient le meilleur bilan carbone. Et effectivement, on est un petit peu actuellement sur ce choix entre quelque chose de plus léger, tout en ayant des performances importantes, et puis une architecture et des matériaux plus traditionnels, plus ancrés dans le terroir. Et donc voilà, il n'y a pas d'opposition, ce sont deux approches différentes et complémentaires. Oui, Sophie, vous me dites, comment faites-vous, les architectes, pour intégrer les modifications de ressources, c'est-à-dire qu'elles s'épuisent, et comment allez-vous faire pour tenir compte de ce problème ? En fait, je reprendrai une phrase très connue de Mies van der Rohe, « Less is more ». Pour moi, moins de matière signifie une économie. Donc, j'ai plutôt envie de croire en la recherche et le développement sur ce thème. Moins de matière, moins d'espace construit, en tout cas pour ce qui concerne les bureaux ou les équipements publics. Plus de logements parce qu'on sait qu'on a le plus besoin. Donc tout ça, c'est un équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver. Et nous, les architectes, on a cette faculté de pouvoir travailler cette matière et travailler ces matériaux et travailler ce moins pour faire du plus. Oui. Madame Labbé, les gares, vous m'avez parlé des gares souterraines du Grand Paris, donc vous en avez parlé là tout de suite, hein, je pense que c'est déjà fait. Bon, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre projet que vous avez évoqué de recherche ? En quoi consiste-t-il ce grand projet de recherche que vous menez avec des chercheurs au niveau international ? Alors c'est un gros projet très ambitieux. Quand j'ai lancé, je ne me suis pas rendu compte.
et qui essaye d'aborder le sous-sol sous 4 thèmes. La socio-économie, la socio-économie, le thème sociétal, comment peut-on se sentir bien en sous-sol, quel est l'intérêt d'aller en sous-sol, dans quelles conditions, l'économie, dans quelles conditions peut-on aller en sous-sol, est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce qu'au contraire on peut trouver des systèmes de mise en commun, d'économie due à l'isolation, etc. Dans quelles conditions on peut aller en sous-sol. Et environnementale, la dimension environnementale, est-ce que intervenir dans le sous-sol permet d'améliorer le bilan environnemental d'une ville, puisqu'on peut la rendre plus compacte, on aura moins de trajets, on va l'organiser, on aura une utilisation plus vertueuse dans la ville, ou bien ça permettra de l'épaissir et donc de rapprocher un certain nombre d'équipements et donc de moins l'étaler, et dans quelles conditions on peut utiliser la ressource sans la remettre en danger. Et puis le 4e thème, c'est des thèmes transversaux de visibilité, de gestion des données, de portée à connaissance, c'est-à-dire comment on fait connaître, comment on donne un outil à tout le monde et on travaille dessus. Et donc il y a une quarantaine de chercheurs qui interviennent. Alors c'est le BRGM, l'IFSTAR, le NPC, l'école des mines, c'est aussi le Collège de France. Enfin, il y a tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ce thème, sur ces différents thèmes, et qu'on est allé chercher. Et on devrait aboutir à des propositions. Enfin là, on arrive au bout. Ça a donné lieu à 34 rapports de recherche sur des sujets différents et menés par des équipes. Et ça devrait donner lieu à l'édition d'un guide des bonnes pratiques qui soit un outil pour les maîtres d'ouvrage qui vont s'engager dans l'aventure d'utiliser de l'aménagement simplement, de ceux qui veulent utiliser le sous-sol, mais ceux qui déjà, en faisant un projet d'aménagement, n'y ont pas pensé et peut-être vont y penser. Et ça devrait leur permettre de passer de l'incertitude à une certaine sérénité en ayant les bons outils pour travailler. Vous, Béatrice Mouton, vous travaillez pas mal sur la question de la préfabrication, de la standardisation. Est-ce que vous pouvez que la préfabrication pourrait amener aussi des résultats dans une réflexion bas carbone? Est-ce qu'elle peut être dynamisante? Est-ce que ça peut avoir des effets positifs sur la planète? Oui, mais je pense que c'était un petit peu ce que j'avais évoqué justement tout à l'heure sur l'économie, ce que rejoint aussi ce qu'a dit Sophie. Et oui, je pense que c'est la préoccupation de tous. Et effectivement, on œuvre dans ce sens, bien évidemment. Bon alors là, Sophie, c'est une question à 1000 francs. Attention, quel est l'avenir de l'architecture? Oui, bien sûr, mais c'est un vaste débat. Nous, en tant qu'architectes, notre devoir et notre rôle, c'est de promouvoir l'architecture, mais surtout d'être garant de la qualité de l'architecture. Et donc, le futur, c'est quand même de rester sur ces positions très, très fermes de qualité et de ne pas s'engouffrer dans cette question environnementale sans oublier que la qualité, la poésie doivent exister dans tous les bâtiments que l'on crée. Et de garder ce cap pour les années futures, dans l'idée aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'économiser la matière, d'économiser les espaces, donc d'économiser, d'une certaine façon, de gérer des financements de façon à bien construire
et offrir des matériaux, des ambiances très qualitatives pour l'ensemble, je dirais même des êtres vivants. Monique Labbé, qu'est-ce que vous verriez comme préconisation pour les générations futures pour préserver la planète et préserver le sous-sol? Oula, question difficile. Eh bien, être attentif à toutes les dimensions, ne jamais avancer d'une manière sectorielle, unique, et faire travailler la transversalité, le vivant, pour que tout le monde puisse avoir sa place, avoir son expression, et qu'on puisse nous donner une place au futur, effectivement. Et vous, Béatrice Moutot, un petit mot sur comment vous voyez l'avenir de l'architecture au regard de toutes les exigences que vous avez maintenant au niveau répondre aux exigences thermiques, la nouvelle RT 2020, la problématique de la préservation de la planète, les catastrophes naturelles. Comment est-ce que vous envisagez votre métier dans ce contexte ? Ouais, moi, je rebondirais sur ce qu'a dit aussi Monique Labbé. C'est effectivement une question globale, parce qu'on est un maillon de la chaîne de production du bâtiment. On est un maillon important, mais on n'est pas le seul. Donc il faut que les volontés soient partagées, les sensibilités aussi communes. Et je pense qu'il y a effectivement tout ce travail conjoint. On a aussi nos bureaux d'études qui sont aussi présents. Donc effectivement, c'est plus un travail global, un travail d'équipe plus que jamais, parce qu'effectivement, ce sont des données qui sont complexes à traiter, à hiérarchiser et en faire une bonne synthèse n'est pas simple. C'est principalement notre rôle, mais effectivement, on a besoin d'être en équipe et plus que jamais. Un dernier mot, Sophie, pourriez-vous nous parler de la haute qualité architecturale et de l'approche sensitive ? Alors, c'est un groupe que j'ai fondé en 2018. Et en fait, c'est enfin pas à l'issue, mais au cours de ma carrière, on va dire, j'ai été confrontée toujours à cette question de la qualité. Et j'ai eu envie de monter un groupe de travail avec des chercheurs, des architectes, des urbanistes, des psychologues, médecins, pour travailler sur ce thème, qu'est-ce que la qualité aujourd'hui, et d'ouvrir sur la question de la haute qualité architecturale. Parce que justement, il me semblait qu'avec cette demande normale de recherche sur la qualité environnementale, la qualité architecturale était un peu laissée pour compte. Et j'avais envie d'ouvrir cette réflexion. Et en fait, on produit des écrits, des réflexions sur des thèmes différents, que ce soit l'espace urbain, que ce soit le dedans, dehors, ou encore la place de l'être humain dans son espace d'habitat ou son espace de travail. Et donc c'est une réflexion commune qui associe pas seulement des architectes, mais aussi d'autres personnalités très très importantes dans notre réflexion, sociologues, psychologues et médecins, comme je le disais tout à l'heure. Et donc voilà, et avec Catherine Guyot et puis d'autres personnalités qui sont dans la salle aujourd'hui, Jean-Luc Mosna, Valérie Charles et d'autres. Bon, je vais pas citer tout le monde, mais on pourra diffuser à l'ensemble des présents dans cette salle nos bulletins si vous êtes intéressés par ce sujet. Voilà. Bon, merci. Monique, un dernier mot. Vous habitez dans la réalisation de René Gailloustet ou de René Renaudy. Donc vous, la nature et la ville, vous la pratiquez tous les jours dans cette architecture ? Oui, c'est assez extraordinaire. Il y a d'autres personnes qui aussi sont dans cet endroit. Et c'est quelque chose aussi de très fragile, parce qu'il faut bien savoir le gérer. Et c'est un lieu un peu insolite que les
les techniciens, les élus ne connaissent pas suffisamment et ont du mal à faire prospérer. Mais en tout cas, pour les habitants, pour ceux qui y sont, c'est un lieu de communication. On se voit, j'ai vu grandir les enfants sur des gens qui ont une terrasse juste en face. On communique, il y en a qui sont venus, que je ne connaissais pas, qui se sont aperçus que ma porte était ouverte, qui sont venus m'ouvrir. Il y a une communauté qui se crée simplement parce qu'on se voit, mais qu'on est quand même chacun chez soi, et qu'il y a un vrai plaisir à venir. Moi, quand je me suis installé, je suis sur un pont au-dessus de l'avenue, en 88. Quand j'arrivais, je chantais Carmen, tellement j'étais heureuse de traverser des jardins pour aller travailler. Voilà, c'est un lieu à préserver. Il y a une promenade urbaine bientôt, le 19 juin, dans l'œuvre de René Gailloustet. Et ça, c'est intéressant de découvrir, si vous ne le connaissez pas, l'ensemble de ces réalisations extrêmement novatrices, et qui sont tellement novatrices qu'il faut les défendre. Et vous, Béatrice Bouton, donc, vous conseille aussi d'aller voir son opération au tribunal à Paris, qui est une opération exemplaire, qui a reçu une mention spéciale, et qui moi-même m'a fortement impressionnée. Est-il possible de venir visiter cette opération ? Alors, le procès doit se terminer le 30 juin, normalement. Et donc après, oui, je pense que ce sera possible. Je ne sais pas si la salle sera ouverte, mais en tout cas, on peut aller librement, effectivement, au sein du palais de justice. On pourra, puisque actuellement, ce n'est pas possible, effectivement. Bon, maintenant, s'il y a des questions dans la salle, nous avons un micro et nous avons un jeune homme charmant qui peut s'approcher de vous pour prendre les questions. Cédric, monsieur là, une question en bas. C'est moins une question qu'un regard, parce qu'on vit une crise qui est très profonde. On dit souvent qu'on va dans le mur, et c'est vrai. Or, je vois sur le plateau actuel que cette crise, en même temps, elle vous permet d'ouvrir des horizons. Et je voulais simplement vous remercier pour cela. Et je voudrais, j'aime pas scinder la société en deux, hommes, femmes, mais je trouve que ce dont vous parlez et la manière dont vous en parlez est quand même pour une part spécifiquement féminin. Voilà. Je veux dire que quand on est capable de parler en tant qu'architecte de moins de matière, quand on est capable de parler en tant qu'architecte de bâtiments éphémères, et quand on est capable en tant qu'architecte de dire on va creuser le sous-sol au lieu d'ériger quelque chose qui sera vu par tout le monde, je trouve qu'il y a une modestie et une intelligence que je souhaite, y compris en tant qu'homme, et qui ne suis absolument pas architecte. Voilà, je respecte beaucoup ce que vous venez de dire, avec la chose suivante supplémentaire, c'est que chacune d'entre vous, vous avez repéré, fait apparaître des contradictions, voire des oxymores, et que vous nagez là-dedans. C'est-à-dire que là où des gens comme nous, peut-être, on est plus frileux, mais vous vous engouffrez dans ce qui est difficile. Et c'est là-dedans qu'évidemment, vous allez trouver des solutions, que vous trouvez déjà des solutions, et je vous demande, quelque part, de nous en donner les outils. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. C'est effectivement, c'est intéressant parce qu'en même temps, on pourrait dire les trois sujets sont complètement pas équivalents, très différents, mais en fait, effectivement, il y a une approche qui est spécifique, un regard, une sensibilité, où on n'est pas dans le paraître de l'architecture spectaculaire, ostentatoire. D'ailleurs, tu as dit qu'elle n'était pas ostentatoire. Travailler sur les sous-sols, bon, je vous passe les critiques continues que Monique Labbé doit subir du genre tu n'es pas capable de ci, donc tu fais des sous-sols, etc. quoi. Donc effectivement, parler de qualité architecturale, de sensibilité, d'approche sensible de l'environnement et de l'architecture, c'est effectivement une qualité que certains hommes ont et certaines femmes aussi, hein, peut-être pas toutes les femmes et pas tous les hommes. Donc effectivement, et aussi il faut dire que ce qui est aussi important dans notre groupe, c'est que
Il ne s'agit pas de dire il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de, vous voyez, de gens qui amèneraient la une de l'actualité, mais une multiplicité de solutions qui sont proposées ou une multiplicité de portes qui sont ouvertes pour faire de l'architecture proche de la nature, qui préserve la nature et qui préserve la terre. Et donc c'est l'idée, dans un certain sens, d'ouvrir le champ de la réflexion à des tas de femmes et d'hommes sur ces questions. Janiska, veux-tu nous parler 2 minutes de ce que tu vas faire le 31 ? Tiens, je te passe le micro. Ah oui, viens par là. Elle organise un colloque là-dessus. Je vais reprendre des trucs de vous. Bon, d'abord, Catherine, je te fais honneur. J'ai envie de pleurer parce qu'on est vingtaine dans cette pièce. Et moi, ça fait juste bientôt peut-être 37 ans que je suis dans l'immobilier commercial. Donc, j'ai conseillé plus de 5 milliards de biens immobiliers. Et quelle tristesse, parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça fait 37 ans que j'attends. Et effectivement, vous l'avez dit que vous n'êtes pas dans le métier, mais moi, je suis dans le métier. Je viens d'assister mon 31e MIPIM, donc vous comme architecte, où les femmes architectes ne sont pas présentes. Ça commence à se faire, mais moi, je suis sur bientôt la ligne 15. Donc là, ça doit plonger 70 mètres. Nexity et tout le monde est en train... 11 ans, donc où j'habite, parce que j'habite dans le fameux tour où Bois-Colombes a été créé par la disciple de Corbusier. Et ce que tu as montré là-bas, ce qu'on vit maintenant depuis 90 jours, la guerre en Ukraine, c'est des conséquences que personne n'en parle. Et même moi, que la gare de 15 doit arriver devant ma porte, quelle tristesse qu'on n'utilise pas cet espace. Donc, il y a, je ne sais pas ceux qui connaissent Clubhouse, qui a été créé en 2020, pendant le Covid, justement pour que des gens puissent communiquer. Donc, c'est un autre réseau social que je me suis associée. Et sur ce réseau, il parlait de leadership durable. Et cette leadership durable qui était au plus haut, et je suis le travail de Catherine Guillot, qui est dans mon livre d'Audacieuse. Donc, vous, les femmes audacieuses qui sont vraiment visionnaires, mais le côté inclusif est tellement important. Et quand on voit qu'on nous fait vivre aujourd'hui, donc là, c'est une conférence, donc grâce à Clubhouse, j'avais rencontré beaucoup de gens qui travaillaient dans le leadership durable, et je me suis rendu compte que, parce que maintenant tous les spécialistes nous disent qu'on a 3 ans avant d'être dans une situation catastrophique. Donc maintenant, on nous dit qu'on n'a plus de solution dans les prochaines 3 ans, mais maintenant, il faut préparer ce qui va se faire dans 3 ans. Donc, ce que tu as apporté vis-à-vis de la gare, vis-à-vis des endroits, parce que le 15 va se faire dans les 5 et 10 prochaines années, est-ce qu'on a réfléchi? Est-ce qu'on a vraiment demandé à des femmes comme vous, qu'est-ce que vous pouvez faire immédiatement? Parce que c'est critique. Donc là, on a un jeune homme qui va parler d'eau. Donc aujourd'hui, on est 2 milliards sur Terre qui n'ont pas d'eau. Et dans 3 ans, on sera 3 milliards. Donc c'est quand même... Donc je rentre des États-Unis avant-hier. Et maintenant, on parle comme il n'y a pas d'eau pour la Californie, Arizona. Donc déjà, les États-Unis n'ont pas d'eau. La France n'a pas d'eau. Donc c'est quand même un peu critique. Donc j'essaie de réunir des femmes brillantes. Et c'est Catherine, c'est toi qui vas faire la conclusion de cette conférence, parce que grâce au Covid, le Zoom, les Internet, ça nous permet de se projeter. Donc ailleurs, c'est World Women Impacting Real Estate, mais aujourd'hui, c'est Wonderful Women Impacting Real Estate, parce que vraiment, vous le faites. Et je me suis dit, on va avoir beaucoup de problèmes. Donc, moi, j'ai 2 petits-enfants.
de 18 et 15 ans. Donc c'est inquiétant qu'on leur porte un terre qui est désastreux et qu'on n'a pas de solution. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on n'écoute pas de femmes, comme je viens de voir, avec 37 ans de métier, parce que c'est désastreux. Et quand vous parlez, parce que vos projets, c'est 10 ans, c'est pas que vous le faites aujourd'hui, c'est vos idées depuis 10 ou 15 ans. Et quel scandale qu'on ne les avait pas écoutées, même il y a 10 ans. Je ne pense pas qu'on sera dans notre situation aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé, bon, je suis à un certain âge, comme nous tous, mais j'ai décidé de consacrer ma vie à l'immobilier durable. Et je suis très contente que je suis ici parmi des grands maîtres, parce que je vous considère comme de grands maîtres. J'étais avec le Women's Forum à l'école polytechnique avec des femmes architectes. Donc Catherine m'avait fait la révélation sur le salaire moyen des femmes, mais les polytechniciens à Milan gagnent 600 € par mois, aujourd'hui même. Donc ce qui est quand même tragique, c'est une tragédie humaine. Ces femmes brillantissimes qui parlent 3-4 langues, qui gagnent aujourd'hui en Italie 600 €. Donc ceux qui veulent sauver la planète, sauvez-le avec ces grandes femmes et ces grandes dames. Merci. Merci. Et donc, les conférences, donc une fois par mois, je fais ces conférences. Donc, Catherine va se parler avec nos spécialistes d'eau. Et le mois prochain, je vais essayer de consacrer sur l'eau parce que c'est plus dramatique qu'on pense. Nice, il m'a prévenu parce qu'il dit on n'a pas besoin de se soucier des changements climatiques. Parce que déjà, il dit qu'on ne va pas pouvoir vivre parce qu'on n'aura pas l'eau à boire. Donc, on est dans une catastrophe très tragique. Et j'ai appris que notre deuxième femme ministre n'a pas choisi un ministre de la ville et un ministre de l'urbanisme. Il n'y a pas de ministre de la ville ni urbaniste dans une période catastrophique. Mais bon, heureusement, on a des femmes comme vous plus intelligentes. Est-ce qu'il y a une autre personne qui va intervenir? Alors, on va faire un petit break, parce qu'on va faire des photos. Donc, monsieur Vincent, nous quatre, là, on se met devant le panneau et il nous prend en photo. Et après, il y a les deux autres femmes qui arrivent. Et vous restez jusqu'à la fin. N'est-ce pas, madame? Oui, bien sûr. On prendra un tour après. Et sinon, il y a ça. Ouais. Ah ouais, on ne voit rien du tout. Encore, stop, c'est bon, Catherine, c'est bon. Et mettez-vous toutes, du coup, du côté de Catherine. Non, c'était De ce côté-ci. du côté de Catherine. Ah bon, on vire l'échelle. Oui, vous n'avez pas. Bon, c'est bon, là. Attendez. Et aussi, il y aura Florence et Léonore. Il faut qu'elles viennent. Elles vont venir. Ouais. Oui. C'est où ta campagne? C'est où dans le... Alors, 1, 2, 3. Allez, Faisons une. merci. Noël. Attendez encore une. Ouais. Oui. Ça te rappelle rien. Alors? Il y a tout le monde, allez. Il y a tout le monde, c'est bon derrière. Alors, allons. Je vais voir d'autres personnes s'il y en a. Hein? Vous pouvez demander d'autres personnes. Oui, Florence et Léonore. Ah si, on fait une photo avec vous. Je vais
Éléonore? Bonjour. Oui. Tout à l'heure, elle a dit que j'étais par là. Hein? Si, tout à l'heure, elle a dit qu'elle était là. Non, elle n'a pas dit ça? Je ne sais pas. Eh bien, si, elle est là. Je sais pas. Ben, la place. Voilà, Tu la connais pas? vous voulez que je me mette de l'autre côté? Côté de Catherine. Mais là, elle est tellement grande qu'on peut faire 2 rangs. Non? Serrez-vous alors. On a fait Noël. Noël. Avec plaisir à présent, dites. Est-ce que Idriss Castrada est là?